Appel qui était lié à une incompréhension entre le discours médiatique, politique et sanitaire, et puis la réalité de ce que je constatais au quotidien. Il y avait vraiment une distorsion complète en fait entre cette narration de la peur, du nombre de victimes quotidiennement, le fait que tout le monde soit en train de trembler, et puis moi ce que je vivais à la réanimation où oui, j'avais des patients, mais ça va en fait, c'était gérable, et surtout c'était gérable si on le faisait bien. Et je me suis rendu compte que toutes les directives qui étaient données, elles étaient en dépit du bon sens, elles n'étaient pas faites pour que les gens soient en bonne santé. Votre hôpital n'était pas surchargé ? C'est difficile d'expliquer ça aussi simplement. L'hôpital il est surchargé chroniquement en fait. La politique néolibérale mondialiste en fait a abouti à essayer de détruire l'hôpital public de manière tout à fait volontaire. On a diminué le nombre de lits de réanimation. Normalement, on profite de ce qu'on appelle l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait de soigner les gens à la maison et de faire des réseaux de soins en ville qui marchent bien. C'était pas idiot, hein, on pouvait dire pourquoi pas. Et puis au motif aussi de mettre en place une médecine algorithmique où ce serait la technique qui soigne les gens et plus les humains. J'en veux pour preuve l'apparition progressive du virage numérique en santé, c'est-à-dire l'apparition d'une feuille de route progressivement au sein du système sanitaire pour dire il faut remplacer doucement les humains par des ordinateurs. Ce truc-là est à l'œuvre depuis déjà une quinzaine d'années, avec des maîtres d'œuvre qui sont les GAFAM en fait, les tenants de la technique finalement, les grandes industries de la data, les grandes industries du médicament, et qui a consisté à petit faire que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils deviennent des rouages du système de santé. Un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, il essaie de serrer les boulons, mais la chaîne de montage, elle va plus vite que lui. Aujourd'hui, les soignants, c'est un peu pareil, ils courent derrière les protocoles de la Haute Autorité de Santé, des agences régionales de santé ou du ministère de la Santé, mais ils peuvent plus rêver à qu'est-ce que ce serait la santé correcte pour eux. Et alors, je reviens à cette idée de surcharge de l'hôpital. Ouais, les réanimations étaient remplies de patients Covid. Les services Covid étaient remplis de patients Covid, mais le reste de l'hôpital il était vide et on avait arrêté de soigner le reste des choses. Et ça pour moi c'était aussi une errance au sens où on a focalisé toute notre attention sur cette maladie-là au mépris de tout le reste. Et pour moi c'était choquant. C'est-à-dire qu'il y avait tellement d'effets collatéraux à la politique sanitaire que je comprenais pas ce qu'on était en train de faire. En termes de destruction du tissu social, en termes de destruction de l'économie. Tout le monde pense aux restaurateurs, mais on pense rarement aux artistes. Mais en fait, les artistes sont en train de crever. Les étudiants sont en train de crever aussi, en fait. Il y a un problème même dans les crèches où les tatas sont masquées et les enfants, ils arrivent même plus à apprendre à parler pour certains. Ils sont obligés de consulter chez l'orthophoniste parce que toute la journée, ils ont des gens masqués devant eux. Donc, ils n'arrivent pas à associer le phonème à l'articulé à l'émotion et de structurer un langage. Puis vous imaginez ce que c'est 1 an dans la vie d'un enfant de 3 ans ou de 2 ans. C'est absolument considérable à cette phase d'apprentissage. Et donc, on fait un mal fou. Alors, j'ai à choper sur les masques dans la rue. Moi, j'étais ni pour ni contre les masques. Je porte des masques dans mon service. On utilise des masques au bloc opératoire. Il y a des façons d'utiliser correctement les masques. Mais j'étais frappé par l'incohérence, en fait, du gouvernement initialement qui nous a dit ça sert à rien, puis il nous a dit c'est obligatoire. Pour moi, c'était incompréhensible, ça. Il y avait vraiment une espèce de dissonance cognitive. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut absolument qu'on porte des masques? Ça n'a pas de sens, quoi. Et ces masques-là, ils protègent pas, en plus du virus. C'est juste pas vrai, quoi, en termes de science. Donc après, on peut discuter. Un FFP2, c'est des masques très filtrants, là, chez les gens qui sont fragiles. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte. Ça a changé un peu. Il y a plus de gens qui portent des FFP2 de manière spontanée. Et ça, moi, je trouve ça plutôt sain, en fait. Tant mieux, quoi. Par contre, il y a eu une espèce de report de la peur et de la responsabilité en disant, mais ok, c'est la faute de l'autre si je suis malade. Puis pire, c'est même la faute des enfants si mamie, elle est malade. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse, en fait. Je trouvais que faire peser la culpabilité sur les enfants, c'était pas correct. C'est pas une attitude d'adulte, en fait. Plus le fait de masquer les enfants, quoi. Ça, pour moi, ça a été aussi un moment vraiment douloureux, quoi. De devoir envoyer mes enfants masqués à l'école. Voilà, ça arrive même à l'école. Donc je pense que si on fait vraiment la balance de tous les bénéfices et tous les maléfices de cette politique sanitaire, on devrait dire on s'est trompé, quoi. On n'aurait pas dû faire ça. Alors on veut pas le voir parce que c'est douloureux de le regarder en face. La voie de salut de cette histoire-là, elle viendra pas d'essayer de montrer aux gens qu'ils se sont trompés. Elle viendra d'essayer de chercher une réconciliation.